Bonjour et bienvenue à tous dans cette seconde émission du Point de Rupture. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, Rupture, c'est simplement le nom de notre mensuel progressiste radicalement eurocritique, dont je conseille à tous de vous abonner ou de se réabonner. D'autre part, le point, c'est bien sûr pour faire le point sur l'actualité de la quinzaine qui vient de s'écouler. C'est donc notre deuxième édition, avec pour thème aujourd'hui ou plutôt probablement les populismes. Alors, je présente les invités. Alors, nous serons trois à nouveau aujourd'hui pour débattre de l'actualité de ce populisme et non pas du terme en général. Étienne Chouard sera donc à nouveau avec nous, comme il le sera pour notre troisième rencontre dans 15 jours. Étienne Chouard, qu'on ne présente pas, citoyen constituant, bien connu des internautes, bien connu des Gilets jaunes également, notamment pour son engagement en faveur du RIC. Également auteur, ce que j'avais omis de préciser la dernière fois, de deux ouvrages parus chez Max Milo, Notre cause commune et Écrivons ensemble, écrire nous-mêmes la Constitution. Je précise d'ailleurs que Étienne Chouard a régulièrement, tous les jeudis soirs, une émission sur Sud Radio. Et je présente notre deuxième invité, Pierre-Yves Rougeron, qui dirige et qui préside le Cercle Aristote, un cercle souverainiste et de pensée libre, qui dirige également une revue, Perspective Libre. Il a travaillé pendant 5 ans comme assistant parlementaire au sein du groupe ENL à l'Europarlement, à Strasbourg donc, et il était particulièrement actif dans 2 commissions, la commission des Affaires étrangères et la commission Défense et Sécurité. Alors, sans anticiper sur ce qui va être dit, je précise simplement qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas, comme je l'ai rappelé, de disserter de manière philosophique ou générale, encore que ce n'aurait rien de péjoratif, bien entendu, sur le concept de populisme, qui est un concept historiquement qui remonte loin dans l'histoire, mais bien plutôt de voir comment ce concept ou ces concepts arrivent dans l'actualité, notamment à la lumière des élections européennes qui ont eu lieu donc, du 23 au 26 mai dernier. Résultats qui ont donné lieu évidemment à des commentaires qui ont fait l'objet de notre émission précédente, et notamment l'une des légendes qui a couru répandue par la sphère médiatique et politique dominante est que, une sorte de cri de victoire ou plutôt de soulagement de ce côté-là de la scène politique, nous avons contenu les populismes. Alors, qu'est-ce que ce cri de victoire? On a eu l'occasion, pour le moins, de le relativiser la fois dernière, en tout cas de dire à quel point cela relevait probablement de la méthode Coué. Ce terme de populisme est souvent utilisé de manière péjorative. À mon sens, mais ça va être le sens de notre entretien et notre émission d'aujourd'hui, il recouvre des réalités extrêmement diverses, extrêmement hétérogènes. Pour mémoire, les eurodéputés qui sont classés ou qui se classent dans les diverses catégories populistes. Certains disent aussi d'extrême droite, nationalistes, souverainistes. Tous ces mots sont un peu employés de manière très hétérogène et pas toujours à bon escient. Se répartissent aujourd'hui, ou se répartissaient plutôt dans l'Europarlement sortant en 3 groupes. Le groupe Europe des libertés, de la défense de la démocratie directe. Le groupe ENL, l'Europe des nations et des libertés, et enfin le groupe des conservateurs et réformistes européens. Les 3 groupes, alors pour situer très vite, et peut-être que Pierre-Yves Rougeron précisera, le groupe ELDD regroupait par exemple les amis de Nigel Farage ainsi que ceux du mouvement 5 étoiles italien. Le groupe ENL regroupait les amis de Marine Le Pen, de Matteo Salvini, des Autrichiens, des Allemands de l'AfD. Et ce 13 juin a annoncé tout à fait officiellement la fondation d'un groupe qui prendra la succession sous le nom d'Identité et de démocratie. C'est le titre. J'ajoute que quant au groupe conservateur et réformistes européens, c'est un groupe dans lequel se retrouvent les Tories, qui a été créé donc du temps de David Cameron. Se retrouve également le Parti droit et justice polonais, PIS. Bref, autant de gens qui ne sont pas les uns et les autres forcément, et très loin de là, des partisans de la sortie de l'Union européenne, et qui, pour certains d'entre eux, sont même des partisans de l'Union européenne, même si, à l'instar de beaucoup d'autres, ils disent vouloir la changer. Alors, la question pour introduire ce débat et pour échanger, pour
nourrir les échanges que nous allons avoir, pourrait être donc quelle réalité, alors sans doute au pluriel, recouvre ce terme de populisme. J'ajoute que j'ai cité 3 groupes au Parlement européen, mais le terme de populisme a également été jeté à la figure des Gilets jaunes. Évidemment, pas par des gens qui leur voulaient spécialement du bien. J'ajoute qu'il y a un certain nombre d'années, il était également un terme qu'on jetait à la figure de Jean-Luc Mélenchon. C'était du temps où ce dernier n'avait pas encore fait de tournant. Peut-être qu'on le connaît aujourd'hui sur un certain nombre de sujets, mais ce n'est pas le propos du jour. Donc, la question est celle-là, quelle réalité ça recouvre ? Ne faut-il pas distinguer entre les électeurs qui se prononcent ou qui se sont prononcés pour tel ou tel parti relevant de ces groupes, ou d'autres, et puis les dirigeants eux-mêmes dont les idées ne sont pas forcément exactement représentatives des aspirations qui se font jour, ici et là, et de manière de plus en plus massive. Alors tout de suite, je voudrais faire réagir Pierre-Yves Rougeron sur ce terme de populisme et sur ce que ça recouvre dans le cadre de l'actualité qu'on vient de vivre et qu'on va vivre dans les prochaines semaines. Alors, pour moi, il y a des souverainistes de conviction, mais ce ne sont pas la majorité. La majorité sont des souverainistes de situation, voire des souverainistes de rente. Je m'explique. Quels sont, parce que il n'y a pas que des dirigeants européens qui ont été traités de populistes. Il y a Donald Trump aux États-Unis, mais il y a également des dirigeants de pays émergents. Quel est le point commun de à peu près tous ces dirigeants ? C'est que ce sont des gens qui affirment une identité nationale, qui affirment l'idée de souveraineté, et ça c'est spécifique aux accusations de populisme en Occident, ce sont des gens qui refusent de voir le peuple comme une somme de catégories auxquelles il faut donner des droits particuliers par catégorie, mais qui parlent au peuple en globalité de manière interclassiste. Et donc, et ça, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, avec les défauts ou les amitiés ou les inimitiés qu'on peut avoir pour les uns ou pour les autres. Ça, c'est typique de la dénonciation antipopuliste européenne. Et peut-être même occidentale, parce qu'il y a ce côté-là aussi dans l'anti-trumpiste, qui a pris vraiment en angle droit les campagnes démocrates et de Barack Obama, qui étaient l'Amérique, c'est différentes communautés, etc. Rappelez-vous la fondation Terra Nova, tous ces gens-là en France. Le peuple se divise dans tant de cases avec autant de différents programmes qu'il convient d'avoir. Donc, si vous voulez, à partir de ce constat, vous avez 2 types de populistes qui ressortent. Vous avez des gens, je pense, comme Donald Trump, qui, je pense, croit à ce qu'il dit avec... Là encore, il ne s'agit pas d'approuver ou de condamner, mais il dit ce qu'il fait ce qu'il dit jusqu'à preuve du contraire. Et vous avez des gens qui appartiennent, ou du moins dans les grandes tendances. Et vous avez des gens qui appartiennent à des partis qui doivent, un peu à la manière de feu de Johnny Hallyday, qui doivent changer de style tous les 5 ans. Et donc, qui prennent le style populiste pendant un temps, qui ensuite le rejettent parce que le populisme sérieux nécessite des argumentaires et nécessite de prendre certains risques avec des partis de l'opinion qui n'ont pas nécessairement envie de changement, parce qu'ils sont du côté du manche, entre autres. Et là, pour le coup, vous êtes dans le populisme de situation, donc vous allez laisser tomber ce discours-là. C'est en quelque sorte ce qui est en train d'arriver à la France insoumise, c'est ce qui arrive également de manière beaucoup plus feutrée, mais néanmoins réelle, du côté de la droite dite nationale. Merci. Étienne Chouard ? Pour moi, le populisme, c'est évidemment pas un gros mot. Le populisme, c'est quelqu'un qui réfléchit à la condition du peuple. Et c'était longtemps un mot positif dans la tradition américaine. C'est récent. Au début, le mot a été utilisé de façon péjorative il y a au singulier pour désigner l'extrême droite. Et puis, c'est récemment que c'est devenu les populistes pour y englober l'extrême gauche. Et en fait, ils mettent tous les opposants politiques au système de domination parlementaire, national et européen. Le fait que c'est intéressant de distinguer les souverainistes de situation, mais en même temps, j'ai l'impression que le fait que tous les journaux aient été achetés par... Et donc l'opinion soit conditionnée par ces journaux et la télé, par des 9 milliardaires qui ont intérêt à l'Union européenne et qui ont intérêt au système de domination parlementaire, interdit littéralement l'élection à ceux qui ne seraient pas dans cette ligne. Et finalement,
souvent, je me suis demandé si la France insoumise n'avait pas cette position pro-Union européenne juste pour être élue, parce que de la façon dont l'opinion est conditionnée par les journaux, ça paraît impossible d'être élu sans... Et les scores d'Asselineau confirment ça. C'est-à-dire que si tu as eu 1% dans les médias, tu auras 1% aux élections à quelque chose près. Alors, on se disait, mais je crois qu'il y a plein de gens qui disaient ça dans les électeurs de la France insoumise au présidentiel, en se disant... et puis ensuite, quand il sera au pouvoir, il pourra enfin faire ce qu'il veut, mais il faut d'abord y accéder. Et donc, il y a quelque chose de trompeur dans le programme des partis, parce que l'opinion est comme déformée par la situation médiatique qui est complètement scandaleuse, mais très très importante, qui est déterminante, qui détermine tout le monde en fait, puisque la possibilité de décider est conditionnée par l'accès au pouvoir par l'élection, et que les résultats aux élections et les temps de passage dans les médias sont extrêmement corrélés, il y a comme une interdiction à dire vraiment ce qu'on pense. Donc, mais il y a aussi le fait que, je trouve, la gauche ne défend pas assez la sortie de l'Union européenne, ça donne de la force à la droite, ça. C'est-à-dire que les peuples commencent à vraiment sentir quand même qu'ils ne sont pas assez défendus. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est monté comme ça aussi. Hein. La gauche faisait défaut. Hein. La montée de la droite avant la Deuxième Guerre mondiale a beaucoup été expliquée par la faiblesse de la gauche. Hein. Alors je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous prenez l'expression la gauche ne soutient pas assez l'idée de sortir de l'Union européenne. Je trouve que vous êtes assez gentil. Gentil parce qu'elle ne soutient pas du tout. Elle ne le soutient pas. Et pour une large partie d'entre elles, elle est même vivement engagée, et peut-être même plus engagée que d'autres, dans le fait que, hors de l'Europe, de l'Union européenne, point de salut. Je pense évidemment à des listes telles que celle de Benoît Hamon, qui a voulu être encore plus européiste que les autres, avec le succès que l'on sait. Mais on pourrait aussi évidemment parler d'autres listes telles que celle du Parti socialiste, même si elle avait été faite en alliance avec Glucksmann. Tout cela, non seulement ne mettent pas en cause la présence de notre pays dans l'Union européenne, mais considèrent que cette question est taboue. Parce qu'après tout, chacun, évidemment, défend des points de vue qui sont légitimes. Le problème commence à venir dès l'instant où on pose des questions interdites. Et c'est peut-être là, pour rebondir sur notre thème, c'est peut-être là où le populisme commence à être brandi comme une sorte de stigmate contre ceux qui disent après tout, peut-être pourrait-on en discuter. Alors, il y a évidemment une large exception, c'est le Royaume-Uni, puisque non seulement on peut en discuter, mais majoritairement les citoyens britanniques ont décidé de sortir. Mais ils ont une presse europhobe, en tout cas eurocritique, beaucoup plus virulente et puissante que chez nous. Hein. On peut dire même europhobe pour une partie d'entre elles, oui. C'est clair. Alors, on aura peut-être d'ailleurs une émission quand le Brexit sera effectif, qui reviendra sur toute cette épopée. Une des questions que je me posais et que je posais était que Nigel Farage, donc, qui a recréé in extremis dans les mois qui ont précédé les élections européennes le parti du Brexit, est sorti comme l'un des 3 gagnants à l'échelle de l'Union européenne du scrutin. Les 2 autres étant Matteo Salvini et Viktor Orban. Alors ces 3 hommes sont très différents, ne serait-ce que parce qu'ils proviennent de 3 réalités politiques nationales extrêmement différentes. Mais au fond, le fait que ces 3-là aient eu les succès les plus spectaculaires, on peut le dire, puisque Salvini passe par exemple de 17 à 34% en l'espace d'1 an, alors même que la Ligue était bien plus bas encore avant les élections de l'année dernière. Le fait que Farage arrive à 31% en partant de quasiment rien, exprime une colère très brutale des électeurs britanniques, et d'ailleurs pas exclusivement de ceux qui avaient voté pour sortir, aussi de ceux, partie bien sûr, de ceux qui considèrent que peut-être avaient-ils eux-mêmes personnellement voté pour rester, mais qu'il est inacceptable de continuer à louvoyer de cette manière, ainsi que Viktor Orban, qui fait probablement partie des
des souverainistes de situation, si je reprends votre classification, mais qui, quelle que soit sa bonne ou sa mauvaise foi, et pour ce qui me concerne, j'ai plutôt tendance à me situer dans la deuxième, dans ceux qui estiment qu'il est dans la deuxième catégorie de la mauvaise foi, en tout cas réussit à obtenir 52% des voix, score qui ferait quand même pâlir d'envie quelques-uns de nos dirigeants, 10 ans après être arrivé au pouvoir. Comment vous réagissez ? Alors, si on prend ces trois personnages, en effet, ils sont de réalités nationales différentes, mais ils sont dans leur rapport au peuple et au populisme, tous les trois totalement différents. Prenez le cas d'Orban. C'est quoi Viktor Orban ? Viktor Orban, c'est un homme qui a participé, dans l'opposition et également en dirigeant d'Active, à vendre la Hongrie comme tous les pays de l'Est ont été vendus. C'est ce que Claude Carnot appelait la grande braderie à l'Est, qui avait fait un ouvrage assez exhaustif sur cette question, ce qu'on appelle la fameuse transition post-soviétique qui a été une catastrophe pour ces pays-là, sans soutenir le soviétisme, mais c'est un constat en termes de santé publique. Oui, non, ça ne vous choquerait pas. Mais la transition a été une catastrophe en termes d'indépendance économique, en termes d'infrastructures, etc. pour ces pays-là, et Orban y a lourdement participé. Comme d'ailleurs des gens proches aujourd'hui du PiS polonais, dont le cas est assez parallèle. Et en réalité, qu'est-ce que Viktor Orban ? Viktor Orban, c'est un homme qui a écouté les Hongrois de la diaspora qui disent, qui reviennent voter en Hongrie ou qui votent par procuration en Hongrie. Nous ne voulons pas que s'installe chez nous la société multiculturelle dans laquelle nous travaillons à l'ouest, en Scandinavie ou en Allemagne. Eh bien, ces pays-là leur ont dit, je vous garantis que ça n'arrivera pas, et on fait des campagnes anti-migrants alors qu'il n'y a pas d'entrée. Quand vous voyez un pays comme la Hongrie est un pays qui vient d'un hiver démographique. Le vrai problème de la Hongrie, c'est pas les gens qui entrent, il n'y en a pas, c'est les gens qui sortent. Et Viktor Orban est un homme qui se fait mousser en disant je suis l'ennemi de l'Europe qui flatte un indépendantisme et qui fondamentalement refait ce que certains dirigeants ont fait du temps de l'Union soviétique, c'est-à-dire arrêtez-moi ou je fais un malheur, c'est-à-dire je vais tonner de la voix et vous allez me donner plus de subsides. Ça tombe bien, c'est la France qui paye les subsides, entre autres. Donc, si vous voulez, pour moi, le cas d'Orban est assez typique de ce souverainisme de situation. Matteo Salvini, on est encore dans l'expectative. Parce que, affrontera-t-il réellement ? Il ne pourra pas se défiler éternellement. Quant à Nigel Farage, aussi loin qu'on puisse être de ses positions très libérales, etc., Nigel Farage, il y a un procès qu'on n'a pas le droit de lui faire. C'est que cet homme a mis même toute une partie de sa vie entre parenthèses, parce qu'il a beaucoup perdu à titre personnel, sans entrer dans les détails, parce qu'il voulait la liberté de la Grande-Bretagne. Et il avait promis qu'il arrêterait la politique après le Brexit. Il a d'ailleurs fait un gros blanc après le vote, croyant que c'était fait. On a voulu réécrire la volonté du peuple britannique. Il est revenu. Et si certains n'y prennent pas garde, il pourrait mettre la même pagaille qu'il va mettre au Parlement européen dans les élections générales britanniques. Étienne Chouard, des réactions sur ces différents personnages ou sur le terme lui-même ? Mais le fait que les gens votent à droite de cette façon vient peut-être aussi de la mémoire de ce qui s'est passé en Grèce. Les Grecs ont voté à l'extrême gauche. Avec des guillemets, probablement. Et puis on s'est aperçu qu'il fallait mettre des énormes guillemets, parce en fait, Tsipras a trahi au dernier degré, au dernier degré. Et d'ailleurs, mais au point, nous en France, on a peur de se faire tsiprasiser, Donc je comprends les électeurs qui hésitent. Il faudrait... Le problème, c'est que Tsipras était obligé de faire ce qu'il a fait par le fait qu'il restait dans l'Union européenne. Donc ceux qui nous promettent monts et merveilles, mais en restant dans l'Union européenne, je trouve ça complètement incohérent, Si je peux juste amender dans ce sens, on aura des Tsipras de droite. Je peux vous donner des noms. Ça, c'est très clair. Et surtout, je reviens parce que M. Chouard a souligné, et a très bien souligné le cas grec. Le cas grec est emblématique sur un point. C'est le seul exemple en termes de psychologie politique que nous avons d'un peuple qui a été trahi par sa volonté, qui a été trahi par son populisme, donc par sa volonté d'indépendance.
Les Grecs, regardez les résultats derniers. Alors certes, nous allons peut-être être enfin débarrassés d'Alexis Tsipras, mais ce n'est pas pour le mieux nécessairement. Si vous voulez, les Grecs ont baissé la tête, et quand un peuple baisse la tête, on ne sait pas pour combien de temps. Et les Grecs, c'est les Grecs aujourd'hui, ça peut être les Italiens quand Salvini aura plié. Et la nuit peut durer combien de temps ? Surtout face à des échéances politiques lourdes. Le rôle des médias est décisif, quoi, hein. Vraiment décisif. Parce que comme ils emportent l'élection, la correspondance des courbes entre passage à la télé et résultat à l'élection, moi, elle ne me quitte pas, quoi, hein. Je l'ai en tête en permanence, parce que c'est tout à fait décisif. Et l'achat des médias par 9 milliardaires, je ne sais pas comment ça se présente en Italie de ce point de vue, mais en grec, en Grèce, mais ça doit ressembler, quoi, hein. Et je ne vois pas comment sortir du piège de l'Union européenne avec des médias tous pro-européens. Ça va être vraiment compliqué, hein. Peut-être pour faire une précision factuelle et rappeler des événements qui ne sont pas si lointains, vous avez tous les deux parlé de la Grèce, il faut rappeler que début 2015, donc, Tsipras et son parti Syriza se font élire sur un programme exclusivement anti-austérité en disant nous allons mettre fin au ravage de la Troïka. Dès les premiers mois, ils donnent des signes du fait que si c'est pour rester dans l'Union européenne, car nous ne voulons pas sortir, nous sommes prêts à quelques concessions, mais quand même nous garderons notre cap anti-austéritaire. Et à l'été 2015, la pression de l'Union européenne se fait plus forte. On dit, et à mon sens de manière totalement de mauvaise foi, à Athènes et au gouvernement grec, si vous ne pliez pas, vous serez expulsés de l'euro. Ça n'aurait pas eu de réalité, mais en tout cas c'était la menace. Et tout à fait clairement, Tsipras dit, pour sauver la Grèce dans l'euro, alors il va bien falloir céder. Le paradoxe extraordinaire, vous parliez de trahison, le mot est presque faible. Il faut se souvenir qu'en juin 2015, Tsipras, début juillet, organise un référendum en disant « soutenez-moi et votez contre l'austérité ». Il gagne haut la main ce référendum et quelques semaines plus tard, il capitule en race campagne, en tout cas il capitule de manière patente sous les pressions conjuguées de l'ensemble des dirigeants de l'Union européenne. D'une certaine façon, on peut se demander si ce n'est pas un laboratoire des voleurs de pouvoir, c'est comme ça que je les appelle, moi je suis un populiste, hein, mais un laboratoire des voleurs de pouvoir pour, sur un petit pays, vérifier en grandeur nature les réactions des peuples. Et les Grecs étaient que quelques dizaines de milliers, alors, héroïques, hein, peut-être centaines de milliers dans les rues, mais pas des millions. Enfin, alors il y a eu des grandes manifestations. Des grandes manifestations, mais très réprimées. Très réprimées, qui n'ont pas duré en effet, compte tenu de la répression idéologique qu'il y a eu. Et le sort des Grecs nous pend au nez. Enfin, j'ajoute juste peut-être un mot sur la Grèce, c'est que contrairement à la petite musique qu'on peut entendre dans un certain nombre de médias, la Grèce n'est nullement sortie d'affaire après une période apocalyptique. Il continue à exiger un excédent budgétaire de 3,5% du PIB. C'est-à-dire d'un pays qui est déjà exsangue, on continue à exiger qu'il dégage des excédents, c'est-à-dire qu'il dépense moins encore. Tout ça pour sauver les banques, hein. Enfin, c'est extravagant ce que les banques en prennent comme pognon, c'est-à-dire que tout l'argent qui rentre part dans les caisses des banques, mais c'est des banques privées, dont les banques françaises. C'est scandaleux, scandaleux. Et c'est sans doute tout est scandaleux dans ce qui se passe en Grèce. Dans ce que vous disiez, à juste titre, le rapport avec l'Italie, les deux pays sont quand même pas si éloignés que ça, même si la taille n'est pas la même. On peut raisonnablement penser qu'une des raisons du succès de Salvini, c'est le choix qu'il a fait de se placer en quelque sorte en opposition, non pas aux politiques européennes en général, mais en tout cas aux diktats de Bruxelles, comme il les appelle, en disant il faut que ce soit le peuple italien qui décide. Et la question reste entière, celle que vous posiez, va-t-il tenir, sachant qu'à la fin de l'année dernière, en décembre 2018, le gouvernement italien en catimini a quelque peu plié, sauf que la situation a évolué un petit peu et avec cet élément électoral majeur, les pressions de Bruxelles redoublent, notamment de la part du commissaire à l'économie bien connu en France, Pierre Moscovici, qui a écrit une lettre de menace. La question reste entière de savoir si le populiste Salvini
va faire le choix de tenir bon ou au contraire de mettre les pouces? Salvini aura peut-être une responsabilité historique beaucoup plus grande encore que Tsipras. Je m'explique pourquoi. Parce qu'il a 3 éléments que Tsipras n'avait pas. Premièrement, il a l'expérience de la Grèce, déjà. De la Grèce et de quelque chose dont on ne parle plus du tout, de Chypre. Parce que Chypre aussi était un test. Quand on a vidé les comptes des gens et que personne, et qu'aucun banquier n'a été, je ne dis pas, j'appelle à rien, hein, n'a pas été secoué, disons ça comme ça, eh bien, si vous voulez, beaucoup de gens ont compris le message. Premier point. Salvini a cette expérience-là. Salvini a les hommes. Tsipras avait Varoufakis, mais Salvini a les hommes. Il a Borghi, il a Banaï, il a des hommes du niveau de Jacques Sapir. Banaï, c'est l'équivalent quasiment trait pour trait de Sapir en Italie. Donc, il ne peut pas dire que lui, il n'a pas d'équipe gouvernementale et qu'il était seul. Et dernier point, il a ce qui lui pend au nez, c'est-à-dire une volonté de pillage à la fois de l'Allemagne et de l'ensemble du système eurocratique qui ne se cache pas. Quand le président Juncker vous dit qu'il n'y a pas de démocratie contre les traités, croyez-le, il est bien placé pour le savoir. Et si Salvini cale, alors qu'il a tous ces éléments que Tsipras n'avait peut-être pas nécessairement, avec en plus la force de popularité qu'il a, eh bien alors vraiment ce sera une catastrophe pour l'Italie et une catastrophe pour l'ensemble de l'Europe. D'accord. Peut-être on peut rajouter quand même, pour bien se souvenir, que le mécanisme oppressif de l'Union européenne tient à l'interdiction qui est faite aux États d'emprunter auprès de leur banque centrale sans charge d'intérêt. Le fait d'avoir privé les États de la création monétaire est une félonie de la dernière gravité et qui entraîne un endettement généralisé alors que le principe même, le concept même de dette publique est un aveu de trahison. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il la crée. Le fait de conduire les États, le fait pour les représentants élus, pour les ministres, de conduire les États à s'endetter, à emprunter de l'argent à ceux qui en ont, c'est-à-dire aux riches, mais c'est une trahison, avec une vraie constitution, mais il faudrait encore que nous l'écrivions nous-mêmes, parce que ce n'est pas les élus par les banques et leurs médias qui vont le faire. Hein. Évidemment, il n'y a que nous pour écrire ces règles. Le fait d'écrire nous-mêmes notre constitution nous permettra de nous libérer sur tous les points, y compris monétaires et de souveraineté. La solution, c'est de reprendre en main le contrôle des représentants. Nos représentants servent les banques, et c'est comme ça partout sur Terre, ça va quoi. L'élection donne le pouvoir à ceux qui ont les moyens d'aider. Il y a eu, je parlais des 3 hommes dont on a parlé, mais au-delà de ça, un certain nombre de partis qui ont connu un succès électoral sur la base du fait de s'opposer, en tout cas en parole, à Bruxelles. Il me semble qu'il y a 2 choses. Il y a d'une part la réalité de la bonne ou de la mauvaise foi de ceux qui disent ça, et là-dessus on peut en effet avoir quelques doutes, personnellement j'entends, en tout cas j'en ai pour beaucoup d'entre eux. Et puis il y a une autre réalité, c'est que une grande partie des électeurs votent non pas pour leur bonne ou leur mauvaise foi, ils pensent qu'ils sont de bonne foi, mais pour les thèmes qui sont mis en avant. Et donc, de mon point de vue, on n'est pas obligé d'avoir une sympathie politique pour un certain nombre de personnalités politiques qui se réclament de ce camp, ce qui n'empêche pas de comprendre la réalité politique du fait que des millions de gens se prononcent sur ce type de choses. Et ça, j'allais dire, quand il y a des trahisons, évidemment, tout ça est une catastrophe, puisque précisément, ça donne l'impression de l'impuissance, puisque même ceux qui se sont réclamés de ce thème, mais on n'en est pas là pour l'instant, sauf dans le cas de la Grèce. Et donc, je voudrais vous entendre un petit peu sur cette dichotomie, cette séparation entre, d'une part, la réalité des convictions politiques des uns et des autres, qui probablement n'est pas du tout aussi ferme qu'ils le prétendent, et d'autre part, la sincérité des électeurs qui croient et qui manifestent et qui, de ce fait, créent un fait politique qui, par exemple, on va prendre cet exemple un petit peu, le Rassemblement national, pendant longtemps, a fait fructifier son électorat sur l'idée implicite, jamais formulée explicitement, qu'il faudrait sortir de l'Union européenne.
il a fait une marche arrière explicite, mais je suis convaincu qu'il y a encore des millions d'électeurs qui, grosso modo, croient voter, pour aller vite, pour le dire très vite, croient voter contre l'Europe en votant pour le Rassemblement national. Alors est-ce que ce populisme, comment vous réagissez, n'est pas finalement entre ces deux réalités? Non, mais là, les candidats à l'élection qui mentent de cette façon ne sont pas des populistes, ce sont des démagogues, ce sont des menteurs. Et c'est comme porté par la procédure. La procédure de l'élection parmi des candidats qu'on peut aider conduit au pouvoir celui qui va le mieux mentir. Elle incite au mensonge. Celui qui ne va pas mentir ne sera pas élu. Et comme il n'y a pas de mandat impératif, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de respecter les promesses, et qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de possibilité de révoquer les acteurs politiques quand on n'en est pas content, nous n'avons pas de constitution. Les banquiers ont une constitution, pas nous. La procédure, elle conduit à la démagogie. Cette procédure-là, si c'est nous qui écrivions les règles de l'élection, nous programmerions des tas de contrôles dont ils auraient peur et qui les conduiraient à se comporter mieux. Le problème, c'est que ce sont les élus qui ont écrit eux-mêmes les règles de l'élection. Ce sont les élus qui écrivent, excusez-moi d'y revenir comme avec un élastique, mais comme ce sont les élus qui écrivent les règles de l'élection, comme ce sont eux qui écrivent leur propre contrôle quand ils participent au processus constituant au lieu d'en être exclus, on aboutit à une situation dans laquelle nous sommes impuissants devant leur trahison. Il faut remonter à... Enfin, c'est pas une question de parti, c'est pas une question de tel ou tel parti. Ils sont tous hors contrôle, en fait. Et comme conduits à mentir, et nous, conduits à les subir. Hein. Ce que nous montre l'expérience, c'est que tous les partis qui ont reculé sur la question de souveraineté, donc sur la question de liberté, hein, parce que c'est la même, aucun n'en a été remercié. Vous pourrez... Jean-Luc Mélenchon peut lourdement remercier ceux qui lui ont demandé de mettre à la porte des gens comme Koch ou comme Kosmanovic, et Marine Le Pen n'a pas été remerciée de l'européanisation de ses équipes et de son programme, vu qu'il n'y a pas de quoi pavoiser par rapport aux résultats passés sur les résultats du Rassemblement national. Donc, pourquoi ? Entre autres, parce que il y a toute une part de la classe moyenne qui, depuis le 29 mai 2005, entre autres grâce à des gens comme Étienne, comme d'autres, qui ont découvert ces sujets-là. Les Gilets jaunes vont avoir un aspect qu'on ne voit pas, qui est un aspect psychologique, d'ouverture de débat et d'ouverture dans les têtes, en même temps de raidissement de la classe comprador. Mais de toute façon, elle est du côté du manche, elle se battra jusqu'au bout, et c'est ce qu'Emmanuel Macron a compris, c'est pour ça qu'il l'a réuni. Parce qu'Emmanuel Macron n'a réuni personne sur un programme politique. Il a réuni des gens sur un intérêt de classe très strict. Je vous maintiendrai dans l'Union européenne parce que l'Union européenne, c'est vous. Et j'écraserai les prolos qui veulent... les opposants politiques. Voilà, les opposants politiques. Terminé. Tant que vous ne faites pas une synthèse de classe contre une synthèse de classe, vous n'êtes pas dans le sérieux. On ne combat pas par des idées politiques quelqu'un qui n'en a pas. Or, le grand problème, c'est que vous avez toute cette part de classe moyenne avait été attirée par des gens comme Florian Philippot, comme d'autres, comme une partie du discours de Mélenchon. Et là où le peuple devient dangereux, c'est quand il s'allie classe populaire et classe moyenne. C'est là où le peuple devient dangereux, politiquement. Or, le retrait de la question européenne a fait fuir une partie de ces classes qui ont bien compris, grâce au débat face à Emmanuel Macron, Le Pen, etc., que ce n'était pas un populisme travaillé, c'était du vernis, c'était de la façade, et la seule roue de secours pour ces partis qui ont reculé, c'est de vous vendre les alliances et les cartels, c'est-à-dire le cartel des gauches, c'est-à-dire la photo de famille européiste, Hamon, Glucksmann, Mélenchon, ce moment-là sera certainement la mise en bière politique de Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre côté, la fameuse union des droites, c'est-à-dire de refaire ce qu'avait été Sarkozy 2007, de prendre la colère populaire et de l'amener à la droite d'argent. Dans les deux cas, le résultat sera zéro. Parce que les deux solutions, cartel des gauches et union des droites, ont déjà été utilisées. Et on sait très bien où elles mènent. Étienne à l'écart. Un mot peut-être, Étienne, et on se dirige vers la fin de notre émission. Donc, je trouve que le processus
électoral européen présente les mêmes défauts que le processus électoral français, augmenté, puisque les élus sont encore plus loin, ils sont encore plus hors de portée. Donc c'est encore plus antidémocratique, le peuple est encore plus tenu à l'écart. On ne s'en sortira pas sans écrire nous-mêmes la Constitution. Ce que font les Gilets jaunes constituants, c'est ça. Nous nous entraînons à écrire la Constitution. Je vous signale, parce que les médias n'en parlent pas, que se multiplient dans le pays les RIC sauvages, des référendums d'initiative citoyenne à l'initiative des citoyens et sous contrôle des citoyens. C'est-à-dire que nous n'attendons pas des élus qu'ils organisent quand ils le font, c'est super. Mais quand ils ne le font pas, on prend l'initiative. Voilà, on le fait puisque qui est le souverain, c'est bien nous. Et si nous arrivons à organiser des consultations nous-mêmes au cours desquelles les suffrages exprimés sont plus importants, plus nombreux que les suffrages qui ont permis au maire de la commune d'obtenir le pouvoir, qui est le souverain ? Et ça va poser, si ça se multiplie dans toutes les communes, ce qui est en train de se faire, ça va poser un problème aux élus. Et il est temps que le peuple reprenne le contrôle. Il faut que nous devenions constituants. C'est en train de se passer chez les Gilets jaunes. C'est pour ça qu'on essaye de les salir de toutes sortes de manières. Mais je trouve que c'est la bonne façon radicale, en prenant le mal à la racine. Notre impuissance politique, dont nous souffrons au dernier degré dans l'Union européenne, si on la prend à la racine, elle tient à notre démission du processus constituant. Oui. À vous écouter, je repensais à cette phrase bien connue, maintenant un peu ancienne, mais qui garde toute son actualité, de Jacques Delors, qui stigmatisait ceux qui sortaient du cadre du cercle de la raison. Et je pense au fond que c'est ça qui se joue à la lumière de notre échange. Et populistes, finalement, ceux qui se permettent de sortir du cercle de la raison. Et ce qui les inquiète, et la violence des attaques, entre guillemets, antipopulistes, et ce qui n'est en rien avoir quelque indulgence pour les démagogues, en effet, tels que vous les évoquiez, ce qui les inquiète, c'est qu'au fond, de plus en plus de peuples ont une opposition non contrôlée. Ont une opposition qui sorte de ce cercle de la raison, et qui, évidemment, cercle de la raison dont l'idéologie centrale est l'européisme, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, hors de l'Union européenne, point de salut, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan extérieur. Orwell soulignait cette expression importante de l'opposition contrôlée. Big Brother, en 1984, organise lui-même l'opposition dont il n'a rien à craindre. Super important, ça marche très bien aujourd'hui. Hein. Et c'est à se demander si la France Insoumise et le Front National ne sont pas à eux deux, alors peut-être à leur corps défense, sans s'en rendre compte, hein, mais servent d'opposition contrôlée, parce que c'est une opposition dont le système de domination n'a rien à craindre. Et les Gilets jaunes, en fait, en se réappropriant la définition de la souveraineté, de la vraie, sont une opposition incontrôlée. Donc il est urgent de la contrôler, de lui trouver des représentants pour pouvoir les corrompre. Et qui se veut incontrôlé. Et qui se veut incontrôlé, qui veut rester bordélique, insaisissable, désordonné, donc insaisissable. Oui, je me souviens notamment des critiques qui avaient été portées aux Gilets jaunes, mais enfin, vous n'avez pas de leader. Ils n'ont pas de leader, mais c'est ce qui fait leur force. Alors une partie de leur faiblesse, mais une force. Pierre-Yves ? Ce qui va dans ce sens, c'est le caractère absolument unique de la répression, dont les Gilets jaunes ont fait l'objet, parce que vous savez, et puis même 68, et l'absence, l'encouragement à la répression des médias, pire que ça. Et ça veut dire une chose simple, parce que le pouvoir nous a adressé un message. Et Emmanuel Macron, au moins à ce moment-là, était clair. Il engage l'épreuve de force psychologique avec les populations, parce que le but d'une partie de l'eurocratie, c'était la terrible phrase de Jean-Claude Juncker après le Brexit, ils ne savent pas faire sans nous. Ça trahit beaucoup de choses, c'est qu'aujourd'hui une partie de l'élite eurocratique, mais également de l'élite nationale, est en guerre psychologique avec son peuple, au premier des deux qui va craquer. Et sur les Gilets jaunes, c'est très clair. Il me reste donc à vous remercier pour clôturer cette seconde émission, Merci à remercier nos internautes de nous avoir fait confiance, à leur donner rendez-vous pour la prochaine émission dans 15 jours du Point de Rupture, et peut-être à rappeler que tous ceux qui sont intéressés par ces questions européennes
du point de vue de l'information et de l'analyse, ont tout intérêt à s'abonner à Rupture. Je l'ai dit en commençant, je conclus par là. Rupture est un mensuel indépendant, ses seules ressources proviennent de ses abonnements, et donc c'est aussi une manière de faire entendre une voix différente, et aussi et surtout de s'informer sur la réalité de l'actualité européenne. Par exemple, la prochaine édition sera notamment consacrée au sommet européen des 20 et 21 juin, le marchandage et le mercato qui se déroule entre dirigeants européens pour savoir qui seront les premiers rôles dans la prochaine législature européenne. Alors, tout ça fait partie de la bulle et n'est pas forcément très intéressant sur l'écume, mais en même temps montre que les intérêts des uns et des autres, fondamentalement, ils sont liés par l'idéologie européiste, mais les intérêts des uns et des autres laissent apparaître des contradictions. Donc, rendez-vous à tous pour notre prochaine émission dans 15 jours. Merci à tous et à bientôt.